Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Sophie Naudot, je suis la coordinatrice de notre programme de développement humain à la Banque mondiale basée à Dakar au Sénégal et couvrant les 5 pays suivants, Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Cap-Vert. Aujourd'hui, nous allons parler du développement humain en Afrique et des défis et des opportunités. Avant de commencer, peut-être faut-il définir ce qu'on entend par développement humain. Vous êtes peut-être familier avec l'indice de développement humain, ou IDH, du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, qui a été développé en 1990 et qui prend en compte 3 variables. L'espérance de vie à la naissance, le niveau d'éducation de la population et le pouvoir d'achat ou le revenu et le pouvoir d'achat de la population. C'est un indicateur qui est utile en cela qu'il aide à évaluer les pays dans le temps et les uns en rapport avec les autres, mais comme tout indicateur, c'est bien sûr réducteur. Quand nous parlons de développement humain, dans nos programmes et nos activités de la Banque mondiale et avec les gouvernements avec lesquels nous travaillons, nous tendons à inclure un certain nombre de variables qui sont les suivantes: la santé, y compris la santé reproductive, la nutrition, l'éducation de l'enfance, de la petite enfance, donc du préscolaire jusqu'à l'enseignement supérieur et même l'enseignement continu au long de la vie, pendant l'âge adulte et même la vieillesse, et la protection sociale des individus pour les aider à faire face à la pauvreté et aux chocs variés qui peuvent survenir dans le courant de leur vie. Nous parlons en général de 3 thèmes transversaux aussi pour toutes ces variables, pour tous ces secteurs. Ce sont les thèmes de l'accès, de la qualité et de l'équité. Pour vous donner un exemple, l'accès à l'école primaire par exemple est très important, mais un accès à une école de faible qualité ne serait pas optimal puisque l'enfant n'apprendrait pas suffisamment pour pouvoir ensuite obtenir un emploi productif. Donc la qualité de l'éducation est presque aussi importante ou tout aussi importante que l'accès finalement. Et l'équité joue un rôle majeur également dans le sens où il est primordial pour les pays de pouvoir garantir à tous les individus, garçons et filles, pauvres ou riches, un accès à une éducation et à une santé et à une protection sociale de qualité. Alors quand on parle de développement humain, on pense aussi au cycle de la vie, puisque tous les individus naissent et meurent, et au cours de leur vie passent par un certain nombre de phases qui influencent le type d'activités et de programmes qui sont importantes pour leur développement humain. Cela commence par la petite enfance, plus ou moins de 0 à 5 ans, ou même à partir de la grossesse jusqu'à l'âge de 5 ans, où là, on pose vraiment les fondements du développement du capital humain pour la suite de la vie de la personne, puisque les investissements qui sont faits pendant cette période en nutrition, en éducation, en santé, en éveil précoce et en protection sociale vont jouer un rôle fondamental sur le développement du cerveau de cet enfant, donc le développement de ses compétences cognitives et socio-émotionnelles pour la suite. La deuxième phase, c'est la phase qui va environ de 6 à 14 ans, qui est la phase pendant laquelle les enfants, normalement, vont à l'école primaire et commencent le premier cycle du secondaire, et où l'emphase est donc mise sur l'éducation, mais où la santé et la protection sociale continuent bien sûr à jouer un rôle important. La troisième phase, c'est la phase de la jeunesse qui va, disons grosso modo, de 15 à 25 ans, même si cela varie en fonction des contextes, qui est une phase à nouveau critique, comme la petite enfance, puisque c'est une phase de transition multiple. Les jeunes, pendant cette période, vont transitionner de l'école au marché de l'emploi, vont transitionner du statut d'enfant au statut d'adulte, avec ce que cela implique en termes de début de vie sexuelle, fécondité, mariage pour certains d'entre eux. Et c'est aussi une période de la vie où les jeunes vont transitionner et évoluer en termes de participation citoyenne, puisque dans la plupart des pays, les jeunes commencent à voter à l'âge de 18 ans et à l'heure actuelle, avec la dissémination des réseaux sociaux, les jeunes peuvent jouer un rôle actif dans la société bien avant l'âge de 18 ans.
C'est donc une étape particulièrement importante dans laquelle un certain nombre de programmes sont mis en place pour soutenir les jeunes dans ces transitions multiples qui vont ensuite influencer de façon significative les opportunités qu'ils pourront ou non avoir dans les années ultérieures de leur vie. La quatrième phase, c'est la phase adulte, donc disons de 25 à 60, 65 ou plus, et qui se focalise là sur le travail productif et la famille. Donc les adultes ont un emploi en général, générateur de revenus, ou contribuent d'une autre façon aux revenus et au développement de leur famille, et investissent aussi, s'ils le peuvent, dans leurs années de vieillesse et dans le développement du capital humain de leurs enfants. Et puis finalement, il y a la cinquième phase, qui est la phase du troisième âge, ou la vieillesse, où la protection sociale à nouveau joue un rôle primordial à travers les pensions et les programmes de couverture maladie, mais où l'éducation et la santé, à nouveau, bien sûr, continuent à jouer un rôle primordial. Alors, pourquoi investir dans le développement humain finalement? Il y a au moins deux raisons. D'une part, c'est juste. Juste pourquoi? Parce qu'un certain nombre de textes législatifs, qu'ils soient nationaux ou internationaux, revendiquent le droit à l'éducation, à la santé et à la protection sociale pour toutes les populations. C'est donc juste d'investir dans le développement humain parce que c'est un droit pour toutes les populations. Mais ce n'est pas seulement juste, c'est aussi intelligent. Pourquoi est-ce intelligent? Parce que finalement, une population et des individus qui sont bien éduqués, qui sont en bonne santé, qui sont résilients face à l'adversité et au choc, ce sont des individus qui vont pouvoir contribuer de façon productive au développement économique et social de leur pays et ensuite partager cela avec la prochaine génération et ainsi rompre le cercle intergénérationnel de la pauvreté. C'est donc dans l'intérêt non seulement des individus, mais aussi des pays et des sociétés d'investir dans le développement humain de tout un chacun. À l'heure actuelle, nous avons maintenant des données récentes de 2017 qui montrent que la plupart des revenus actuels des pays, globalement, sont influencés par le niveau de capital humain de leur population. Vous voyez sur le graphe que la barre bleue, qui est celle qui représente le niveau de capital humain, a un rôle prédicteur important dans le revenu actuel des pays, que ce soit les pays en voie de développement ou les pays développés. Alors si vous regardez à gauche, ce sont les barres qui ont trait aux pays à revenus faibles, dont une grande partie est encore dans la région africaine. Vous voyez que ce n'est pas tout à fait encore le cas dans ces pays, puisque la barre verte, qui représente les ressources naturelles, est un peu plus haute que la barre bleue, qui représente le capital humain. Cela est vrai pour le stock de revenus, c'est-à-dire que les ressources naturelles jouent un rôle majeur dans le revenu actuel de ces pays, tout juste un peu plus que le capital humain. Cela dit, cette situation est en train de changer, puisque la croissance du revenu de ces pays est maintenant davantage influencée par le capital humain que par les ressources naturelles. Et cette tendance ne va que s'amplifier à l'avenir, puisque les travaux, les emplois du XXIe siècle, donc les emplois que les jeunes et enfants d'aujourd'hui vont être amenés à faire dans l'avenir, vont requérir de plus en plus de flexibilité, d'agilité, de compétences cognitives et socio-émotionnelles, et de moins en moins de bras forts et de capacité à faire des tâches répétitives. Donc il est extrêmement important, maintenant plus que jamais, pour participer pleinement à la 4e révolution industrielle, d'investir dans le développement humain de tous les enfants dans la région africaine et dans le monde. Malheureusement, en Afrique, pour l'instant, et principalement en Afrique subsaharienne, les indicateurs de développement humain restent assez faibles par rapport au reste du monde. Vous pouvez le voir sur la carte. Là, il s'agit de l'indicateur de développement humain, donc IDH, dont j'ai parlé précédemment. Vous voyez que la région Afrique est encore bien en retrait, ou en retard, pourrait-on dire, par rapport à ses performances en termes d'éducation, de santé. On pourrait aussi montrer des données sur la protection sociale. Pourquoi cela est-il? Il n'y a pas de déterminisme, mais il y a un certain nombre de facteurs qui peuvent permettre d'expliquer cette situation actuelle. En l'occurrence, le type et le montant des investissements qui ont été faits par le passé dans le développement humain ont eu tendance à être faibles, plus faibles que dans d'autres pays, tant en valeur absolue qu'en pourcentage du produit intérieur brut. Il y a eu aussi une tendance des gouvernements africains
et d'intervenants extérieurs, que ce soit pendant la colonisation ou même après les indépendances, à investir davantage dans les ressources naturelles que dans le capital humain, même si cela est en train de changer. Et puis il y a aussi une population qui croît rapidement encore, en Afrique subsaharienne surtout, avec par exemple au Sénégal une fertilité de 4,7 enfants par femme en 2017 et donc une croissance de la population de 3% par an, ce qui signifie que finalement il y a de plus en plus d'enfants à nourrir, à maintenir en bonne santé, à éduquer, et cela bien sûr nécessite des ressources croissantes du gouvernement. Donc tous ces facteurs peuvent expliquer pourquoi l'Afrique, de manière générale, même s'il y a bien sûr des différences entre pays, reste un peu en retard en termes de développement humain à l'heure actuelle. Mais comme je l'indiquais tout à l'heure, il y a un certain nombre de tendances positives que je vais vous montrer maintenant. Donc par exemple, au niveau global et au niveau africain, nous voyons que dans les 15-20 dernières années, il y a eu une baisse générale de la mortalité infantile, il y a eu une augmentation de l'espérance de vie, il y a eu une hausse importante du nombre d'enfants qui vont à l'école, et donc une réduction des enfants qui sont en dehors du système scolaire. Et il y a eu également une montée importante du nombre de programmes de protection sociale. Pour vous donner un certain nombre d'exemples positifs de la région africaine en particulier, le Malawi, par exemple, a vu son taux de malnutrition chronique baisser de 47 à 37% en tout juste 6 ans, grâce à des investissements holistiques du gouvernement sur la nutrition des enfants, mais aussi l'eau et l'assainissement, l'accès à une nourriture adéquate. En Tanzanie, grâce à un programme basé sur les résultats, nous avons vu des progrès importants en termes d'apprentissage des étudiants, que ce soit en lecture ou en mathématiques. Au Libéria, le gouvernement investit maintenant de façon beaucoup plus importante dans un certain nombre d'activités critiques pour le développement humain, comme la santé maternelle et infantile et la gouvernance et le leadership à travers tous les secteurs. Et puis en Côte d'Ivoire, il y a eu récemment des efforts substantiels pour permettre aux jeunes désœuvrés de participer à la vie économique de leur pays en participant à des travaux d'utilité publique, tout en leur donnant aussi accès à des formations pour développer leur carrière future et participer à de l'apprentissage. Maintenant, les défis continuent à exister et même s'il y a des sources d'optimisme, il est important vraiment d'accélérer l'investissement dans un développement humain de qualité pour que la région africaine puisse se développer pleinement et que la génération actuelle puisse avoir un avenir optimal. Il y a un certain nombre d'atouts dans la région africaine qui peuvent être capitalisés, comme sa population jeune, j'en parlais tout à l'heure, il y a une grosse croissance de la population qui peut présenter un défi en termes du montant des investissements nécessaires, mais qui présente aussi une opportunité puisque cette jeunesse est dynamique, ne demande qu'à travailler, qu'à être productive et à participer de façon active au développement des sociétés, si les investissements nécessaires sont faits dans ce sens. Il y a aussi un potentiel d'innovation énorme en Afrique, puisque d'une certaine manière, les régulations sont moins fortes, moins enracinées que dans d'autres régions du monde, et donc ça ouvre la voie à des innovations qui ne pourraient peut-être pas se faire dans d'autres régions du monde. On a vu récemment l'expérience de l'utilisation de drones au Rwanda pour délivrer des poches de sang dans les centres de santé un peu loin de la capitale. Ce sont ce type d'innovations qui peuvent permettre de sauver des vies et de développer le capital humain de façon novatrice et très prometteuse pour l'avenir. Et puis, vous, en tant que journaliste, avez un rôle important à jouer dans la promotion du développement humain en Afrique, tout en socialisant finalement l'ampleur des défis, mais aussi en communiquant sur les initiatives et les innovations prometteuses qui se passent un peu partout en Afrique aujourd'hui et qui méritent d'être communiquées, amplifiées et répétées pour que le développement humain prenne vraiment son envol. Merci.